nos parents étaient plutôt violents, il n'y avait pas de violence à l'école. Nous, on est plutôt sympa, il y a des violences à l'école, donc il y a une espèce de paradoxe. C'est vrai qu'en France, on est un peu en mode cacher ses émotions, que ce soit au travail. En fait, on a l'impression que les émotions, on a le droit de les ressentir quand on est chez nous, qu'on regarde un film ou qu'on est tout seul et qu'on a le droit de pleurer. Très souvent, quand on a commencé à traiter ses propres émotions et ses propres ressentis, on arrive à mieux percevoir les émotions de ses enfants et à mieux les accepter aussi. Verbaliser les émotions, c'est aussi repérer les signaux faibles chez son enfant. Est-ce qu'il s'isole alors qu'il ne le faisait pas ? Est-ce qu'il s'enferme dans sa chambre alors qu'il ne le faisait pas ? Le nombre de fois que je dis à mes enfants respirer, c'est... Je vais m'inspirer de toi, Solène, parce que moi je dis tenez-vous droite. Tenez-vous droite. Donc je vais changer. Respire, respire. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Guaziou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Alors, cette semaine, avec moi, dans nos invités permanents, j'ai Émilie Berthet, notre Zen Master, sophrologue et fondatrice de l'Académie en ligne de sophrologie pour les enfants, que je vous invite à aller regarder. Et Barbara Meyer, notre Shiva de la charge mentale, autrice de J'arrête d'être débordée, qui revient tout juste de San Francisco après 10 ans là-bas. Et pour notre invitée spéciale cette semaine, j'ai Sophie Chesnois-Tranteseau, psychologue, experte en learning design pour adolescents et adultes ambitieux et fondatrice du podcast Émotions à cœur. Sophie, merci d'être avec nous pour partager ton expertise. Aujourd'hui, dans le sommaire, nous allons aborder 3 grands sujets comme d'habitude. Tout d'abord, l'actu de la semaine, les violences à l'école et leurs causes, baisse de l'autorité parentale, écran, laxisme. Je vais vous partager une enquête qui est sortie le 28 janvier, donc pour nous il y a 2 jours, puisque nous enregistrons aujourd'hui le 30. Le débat de la semaine, pourquoi continue-t-on de nier nos émotions et celles de nos enfants et quelles en sont les conséquences ? Et enfin, l'astuce parent de la semaine, une méthode simple et efficace pour gérer les crises émotionnelles des tout petits. Alors, c'est parti pour notre rubrique C'est l'actu. Donc, un sujet brûlant, les violences à l'école. Une récente étude de l'Observatoire Hexagone révèle des chiffres préoccupants. Donc, elle est sortie le 28 janvier, j'ai vu ça. Cette enquête a été faite auprès des enseignants. Et nous avons 45% des enseignants qui constatent des violences verbales régulières dans leur établissement. 32% qui notent que les violences physiques touchent aussi bien les élèves que le personnel scolaire. Et enfin, 64% des enseignants qui estiment que l'usage excessif des écrans joue un rôle aggravant dans ces violences. Alors, Sophie, Émilie, Barbara, cette enquête elle est toute fraîche, vous l'aviez peut-être pas vue, mais qu'est-ce que ça vous inspire de savoir qu'il y a autant de violences à l'école ? Moi, je vais faire. J'ai pris la casquette Michael cette semaine. J'ai fait mes devoirs et du coup, j'ai regardé parce que c'était assez surprenant. J'ai un peu regardé les enquêtes et du coup, je me suis plongée dans le rapport de 2024 de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation que j'ai découvert en même temps. Et ce que je lis, c'est en fait, il y a aucune conclusion définitive entre le lien concernant le lien direct entre les écrans et la violence. Donc, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce qu'en plus, je bosse dans la tech, mais dans ce rapport, ce qui m'a frappé, c'est que ce rapport, il préconise d'ailleurs des études d'impact. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose que des études d'opinion et de ressenti. Et dans ce que tu dis, du coup, on est un peu dans le sentiment, pour reprendre le mot polémique de la semaine du Premier ministre. Mais du coup, je me suis dit, si là on est dans le sentiment, est-ce qu'il y a d'autres études qui existent ailleurs ? Et donc j'en ai trouvé une au Canada, qui est un peu vieille, qui date de 2022, mais qui est vraiment enquêtée sur l'exposition à la violence à l'écran et les difficultés psychologiques et scolaires. Et cette étude, elle ne démontre pas de relation causale directe entre l'usage des écrans en général
et la violence en milieu scolaire. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ce mot causal, et la suggestion d'études d'impact, parce que quand on en parle, on est vraiment dans le sentiment. Encore une fois, moi, je pense que c'est hyper important d'entendre derrière cette étude la souffrance des enseignants. Donc, il y a une perception, mais il y a aussi ce qu'elle dit, cette perception, c'est la souffrance des enseignants. Et ce qui est important de comprendre surtout pour nos enfants, c'est que il n'y a pas de subjectivité, en fait. Il n'y a pas de preuve scientifique. Moi, j'ai pas trouvé d'études empiriques sur le sujet qui permettraient de distinguer les corrélations des causalités. Par exemple, il y a des études de causalité sur les parents violents et les enfants violents. Donc, la reproductibilité, on dit, de la violence qu'on subit à la maison et on la reproduit à l'école. Là, il y a des études de causalité, mais sur les écrans et sur la violence à l'école, il y en a pas. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que l'environnement de nos enfants a beaucoup changé. Et Sophie, tu le dis souvent, parce que j'ai aussi fait mes petits devoirs sur Sophie. Mais du coup, les parents, nous on a changé, on n'est plus les parents on n'est plus les mêmes parents, et c'est assez paradoxal parce que du coup, moi quand je regarde, et puis il y a plein d'humoristes qui reviennent sur ce sujet, mais nos parents étaient plutôt violents, il n'y avait pas de violence à l'école, nous on est plutôt sympa, il y a des violences à l'école, donc il y a une espèce de paradoxe assez surprenant. Mais les profs ont changé, je trouve que c'est plus les mêmes, les manuels scolaires ont changé, il y a un truc qui a changé, c'est l'hyperstimulation. Là, ça va être intéressant, Sophie, de t'écouter là-dessus, parce qu'on les hyperstimule, nos enfants. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une étude de causalité entre l'hyperstimulation de nos enfants et la violence à l'école. Ils sont hyperstimulés et ils sont hyper fatigués. Et je suis la première. L'emploi du temps de nos enfants, alors là, c'est j'arrête d'être occupée. Tu vois, il faudrait écrire un bouquin sur arrêter d'occuper vos enfants. C'est et même moi je me réfrène, mais ils sont occupés. Je me suis surprise cette semaine à essayer de mettre un cours de maths supplémentaire à ma fille entre midi et 2 parce qu'elle rentre et qu'elle a 2 heures de pause déjeuner. Et comme je viens des États-Unis et que le déjeuner c'est 30 minutes maximum, je me suis dit oulala, mais 1h30 à rien faire, c'est beaucoup trop. Je vais lui mettre un cours de maths. Et là je me suis dit mais oula, mais on se calme. Il faut aussi apprendre à nos enfants à se calmer, à ne rien faire. Sans écran, je suis d'accord, mais soulagé. C'est clair que dans l'enquête, c'est un ressenti parce qu'en fait, on demande aux enseignants qu'est-ce que vous en pensez, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à tout mettre sur le dos des écrans. Et dans l'épisode qu'on a enregistré avec Emmanuelle Piquet sur le harcèlement, elle dit qu'il n'y a pas plus de harcèlement à cause des écrans, et que le harcèlement il démarre dans la cour de récré, et les violences verbales et physiques elles démarrent aussi dans la cour de récré, donc c'est pas forcément les écrans, mais comme on cherche un peu des coupables, voilà, on va aller sur les écrans qui sont les coupables idéaux en ce moment. Émilie, Sophie, vous avez quelque chose à rajouter? Je te rejoins, Barbara, c'est-à-dire que ils savent plus s'ennuyer. Alors que quand on était petit, nous, quand on s'ennuyait, c'est là où, en plus, on peut développer sa créativité, on peut développer son imaginaire. Comme ils sont surstimulés, il faut une réponse de satisfaction immédiate. Donc, à un moment donné, ça va aller dans le verbal, mais c'est aussi parce qu'il n'y a plus tellement de dialogue non plus. Il n'y a plus cette capacité à établir un dialogue par manque de temps. Ils sont préoccupés par effectivement pas regarder ça, il faut que je le regarde, je dois répondre immédiatement parce que si je réponds pas tout de suite, je suis pas intégrée. Donc il y a cet effet d'entraînement de l'immédiateté qui à un moment donné aboutit à des dérives. Ça va plus vite d'y aller avec des mots très directs, très tranchés, mais qui sont plutôt une conséquence, je trouve, de cette immédiateté à devoir répondre à tout coup, se sentir intégré. Et des enseignants qui, derrière, sont pas là non plus pour gérer ça, mais pour leur apprendre des choses. Donc, ils en sont aussi les spectateurs aussi. Ils le découvrent aussi en même temps.
concernant notre sujet, ce que je voyais aussi, c'est que peut-être il y a quelques années aussi, je me disais, on ne posait pas forcément peut-être la question aux enseignants. Alors le sujet n'était peut-être pas aussi sur les violences verbales, etc. Mais il y avait peut-être quand même des choses qui étaient quand même en fond, etc. Et je me dis, le fait de leur donner la parole, ou en tout cas le donner ce questionnaire, cette interrogation, c'est aussi qu'on leur donne plus confiance pour en parler aussi, et donc du coup pour agir sur ce sujet. Et effectivement, comme sur l'usage de l'excessif des écrans, est-ce que c'est ce qu'on évoque, ce qu'on parle, est-ce que ils ont accès, les enfants les plus petits ont accès plus tôt à des choses qu'ils ne devraient pas parler. Enfin, moi j'ai fêté les 9 ans de ma fille, et on a fait, je fais une petite aparté, mais on a fait un petit cinéma, voilà, rétroprojecteur, etc. Et à un moment, il y a une de ses copines qui a donc 8 ans et qui nous dit, ah mais en ce moment, moi ce que je regarde, ce que j'adore, c'est Squid Game. Et là, je pense qu'avec mon mari, je sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est le truc ultra violent de Netflix. Et en fait, on s'est dit avec mon mari, je pense qu'on a fait une crise cardiaque. On s'est dit, mais à quel moment? Et on a essayé de voir, parce que je sais qu'il y a quand même un jeu Squid Game qui est pas violent, qui est un peu comme un jeu de télé-réalité, mais d'avoir accès à ça, dire ah, c'est trop drôle, machin. Je me dis, est-ce que les enfants ont aussi accès à des choses dont ils devraient absolument pas avoir, que ça normalise une espèce de violence, de jeu? Enfin là, l'émission est horrible, tout le monde se fait tuer, etc. Et où elle trouvait ça drôle. Et je me dis, quelles sont les limites, effectivement, d'insulter un prof à côté de ça, c'est rien, quoi. Enfin, donc voilà, c'est tout cet ensemble. À la fois, je me dis, il y a une libération de la parole. On écoute les enseignants qui crient que voilà, ça va pas, et ça, je trouve que c'est bien, c'est une base pour agir. Et en même temps, je m'interroge quand même sur au-delà des jeux vidéo aussi, l'accès à toutes les séries Netflix. Que les enfants peuvent avoir et oui, à quel point enfin ouais. Après, comme on le disait, comme Oui. dans la cour de récréation, ils veulent il y a le toujours plus, tu vois, c'est pas est-ce que tu as regardé le dernier épisode de cette série? C'est tout de suite, j'ai regardé toute la saison de Nana, etc. Ouais. Et ils sont quand même énormément, moi, ce que j'observe dans la surenchère. Et à mon avis, il y a beaucoup de chances que la petite fille qui a dit, moi, ce que j'aime bien regarder en ce moment, c'est Squid Game. Elle doit avoir un grand frère ou une grande sœur. Elle a entendu parler du truc. Elle sait que c'est à la mode. Et pour faire genre, moi, je suis à la page nanana, elle va dire, oui, j'ai regardé ça. Et en fait, on voit souvent, moi, je l'ai vu aussi, j'avais eu, cette expérience où pour un des anniversaires de mon fils, je les avais emmenés dans un endroit où ils pouvaient jouer aux jeux vidéo, et tout de suite il y en a un qui a demandé un des jeux vidéo interdits aux moins de 16 ans, et je lui dis bah non, hors de question. Il fait mais j'y joue à la maison, et dès que je lui ai dit bah écoute, je vais appeler tes parents pour vérifier, et là il m'a dit ah non, parce qu'ils aiment vraiment aussi se mettre en avant. Mais moi, je fais une ouverture pour conclure sur ce sujet d'actu. Moi, je pense aussi qu'une société violente, c'est une société où on n'arrive pas à verbaliser et on n'arrive pas à gérer ses émotions. Et que si on apprenait à verbaliser ses émotions, à les accueillir, etc., je pense que la société serait beaucoup moins violente. Alors peut-être qu'il faudrait, au-delà des cours d'empathie, instaurer des cours d'accueil des émotions et de communication non violente à l'école. Et maintenant, je vais passer à notre invitée que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Donc, Sophie, tu es une professionnelle passionnée par la psychologie et le développement personnel, et ton parcours est absolument remarquable parce que tu es quelqu'un qui a eu de multiples vies et casquettes, et tu as d'abord été docteur en pharmacie, donc tu as un doctorat en pharmacie, tu as contribué à la recherche scientifique, notamment tu as été chercheuse associée à l'université de Pittsburgh aux États-Unis. Tu t'es ensuite orientée vers une carrière de psychologie. Donc tu as décroché un master en psychologie sociale, et tu t'es spécialisée dans un sujet que moi je connais très bien en tant qu'ancienne DRH, dans la dynamique de groupe et la gestion du changement.
et tu es la fondatrice du podcast que je vous invite tous à écouter, Émotions à cœur, où tu partages tes convictions sur les émotions et à quel point c'est une force motrice pour s'épanouir. Et donc ta philosophie, c'est d'aider chacun à reconnaître et accueillir ses émotions pour nous faire une boussole dans la vie. Alors Sophie, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce cheminement et comment t'en es venue vraiment à décider de parler de ce sujet unique des émotions? Absolument. Alors je vais juste pour Émotions à cœur, je suis cofondatrice. Je le fais avec Claire Pribilec, donc juste pour cette petite mention. Alors comment j'en suis arrivée là? Parce que depuis toute petite, j'aime lire, j'aime comprendre et j'observais beaucoup. Et puis en avançant, je me suis rendu compte que toute seule, j'y arriverais jamais. En fait, que si j'arrivais pas à aller m'intégrer dans des groupes, à aller demander de l'aide, comme on disait justement, eh bien, j'allais avancer toute seule. Et c'est un jour où il y a une personne en face de moi qui m'a dit, mais t'avances toujours, mais tu nous attends jamais. J'ai dit, comment ça, je vous attends jamais? Si. Enfin, je veux dire, on avance, et puis voilà. Et puis, il dit, non, en fait, tu fais pas tant attention que ça. Et ce jour-là, ça a créé un véritable déclic. Ce jour-là, c'est là où vraiment l'intelligence collective, pour moi, est super puissante. Elle est éminemment puissante. Nos émotions sont des drivers. Les pensées, les émotions et les comportements sont intimement liés. Et au niveau collectif, ce sont de véritables moteurs. Et si on peut apprendre à mieux vivre nos émotions, parce que ce que l'on dit, c'est qu'on doit les gérer. En entreprise, on dit on doit les gérer. Et les enfants, même les parents se disent, gère, arrête d'être triste ou arrête d'être en colère. Non, je vais pas y arriver comme ça, à l'instant T. Il faut pouvoir les vivre, et je te rejoins totalement, Solène, il faut qu'on puisse instaurer des espaces de libération des émotions, parce que ils sont intrinsèquement liés avec nos pensées. Donc c'est un peu paradoxal de dire discerner mieux, penser mieux, et d'ignorer les émotions. D'un point de vue même purement physiologique, ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. C'est comme si on disait, tu utilises que ton cerveau droit et puis tu laisses tomber ton cerveau gauche. Ça fonctionne pas. Donc c'est tout ça qui m'a amené à dire, parlons un peu plus des émotions. Et puis on n'en parle pas suffisamment non plus en entreprise. Et c'est comme ça que je t'ai découverte, Solène, aussi, en disant, elle a tout compris. Je te dis que dès l'école, il faut commencer à en parler. Parce que plus ils sont à l'aise avec ça, plus aussi ils vont être des miroirs pour nous. Plus aussi ils vont nous aider à être à l'aise aussi avec les émotions. Et finalement, les émotions, des fois, ça dure pas très longtemps non plus. Il faut simplement les vivre. Et les vivre, c'est aussi un gage pour aider le jeune à les reconnaître et du coup, après, à décider est-ce que je veux agir différemment ou pas. Mais du coup, on leur remet bien la balle au crédit. Merci pour cette présentation, Sophie, et ce qui nous amène à notre débat. Parce que moi je parle des émotions depuis des années. Émilie, je pense qu'elle parle des émotions aussi depuis des années. Elle a créé aussi la boîte des émotions pour aider les plus petits à verbaliser leurs émotions. Mais moi, j'ai l'impression qu'on continue quand même à toujours les nier. Et quand on est dans l'espace public, moi je ne peux m'empêcher de voir à quel point les parents, comme tu le disais, disent mais n'aie pas peur, mais ne sois pas triste, mais arrête de pleurer, etc. Donc le débat, moi, de cette semaine que j'ai décidé de discuter avec vous, c'est la négation des sentiments. Est-ce que c'est un enjeu clé pour nos enfants? Comment est-ce qu'on peut faire pour la dépasser? Sachant qu'en plus, il y a une enquête de Santé publique France qui est sortie l'année dernière, qui nous dit qu'on a quand même 13% des 6-11 ans qui présentent un trouble émotionnel. Donc c'est quand même pas mal, 13%, c'est pas 1%. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à une situation où les émotions des enfants sont si peu prises en compte? Alors, qui veut démarrer? En fait, il y a un chiffre sur lequel je voudrais bien rebondir, c'est les 13% des 6-11 ans. Tu vois, on a eu le Covid et on a eu le confinement. Confinement en 2020.
ils commencent à se rendre compte que les enfants qui sont nés ou même qui avaient 3-4 ans à l'époque, le fait d'avoir été coupés aussi d'un environnement social a créé vraiment, et je pense, Émilie, tu dois, toi, être en plein dedans, a créé un manque comme quand on parlait de l'attachement, quand on parle de la théorie de l'attachement, quand on remonte à la guerre de 40, c'est comme ça avait été identifié. Les enfants qui sont nés et qui n'avaient pas du tout de soutien parce que, voilà, c'était la guerre, ils ont développé des troubles de l'attachement derrière. Ils ont moins un comportement qu'on dit sécure, un comportement d'attachement qui se fait naturellement. Donc, je pense qu'on a vécu un traumatisme pour ces enfants et que eux-mêmes en sont aussi victimes et ça impacte derrière leur développement psycho-émotionnel. Vraiment, vraiment. Je pense qu'Émilie, toi, tu dois le voir. Oui, je le vois et ce que je constate aussi et ce qui rejoint ce que tu viens de dire, Solène, c'est que effectivement, il y a aussi une génération de parents qui donc avec des schémas qui sont ancrés et qui n'ont surtout qui n'ont pas les outils et qui ne connaissent pas, qui sont vraiment dans l'inconnu. Moi, quand on vient me voir, c'est effectivement très souvent c'est la colère qui fait venir les parents à moi, mais du coup la notion d'émotion, la notion aussi de effectivement de normalité, d'avoir une émotion, d'avoir là moi ce que je peux aider, c'est comment on va contrôler, enfin permettre à ce que la colère ne soit pas excessive ou qu'elle ne dégénère pas ou qu'elle soit pas systématique. Mais moi je leur dis c'est normal aussi d'avoir cette émotion, enfin surtout à l'âge de l'enfant, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment une génération aussi, enfin voilà, de parents qui sont tout simplement démunis, qui n'ont pas les outils et qui du coup peuvent pas transmettre, voilà, cette notion importante d'émotion, quoi. Et là, encore quelques chiffres clés. Il y a 70% des parents qui admettent minimiser ou ignorer les émotions de leurs enfants dans des situations stressantes. Et seulement 1 parent sur 5 qui estime que la gestion des émotions fait partie de l'éducation. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un énorme sujet. Je donne souvent cet exemple quand je parle des émotions du jour de la rentrée des classes. Chez les tout petits, on voit tout le temps des enfants qui pleurent parce qu'ils sont terrorisés, c'est le jour de la rentrée des classes, que ce soit, je sais pas, en petite section ou en CP, etc. On vient de passer 2 mois en cocooning avec les parents, la famille, les grands-parents, et tout d'un coup, on vous arrache à ce cocon des vacances et on vous dit, vas-y, rentre dans la classe, va vers l'inconnu. Et l'enfant, il vous dit, j'ai peur. Et t'as 90% des parents, mais non, n'aie pas peur, tu n'as pas peur, ça va bien se passer. Mais en fait, c'est contre-productif parce que je dis, regardez, vous êtes dans un avion, on vous dit saute en parachute et vous dites j'ai peur et on vous dit non, mais non, n'aie pas peur. Bah si, enfin voilà, ça aide, on a peur, etc. Et je me dis, alors il y a peut-être quelque chose d'éducation. C'est vrai qu'en France, on est un peu en mode cacher ses émotions, que ce soit au travail. En fait, on a l'impression que les émotions, on a droit de les ressentir que quand on est chez nous, qu'on regarde un film ou qu'on est tout seul et qu'on a droit de pleurer. Mais alors, je pense qu'il y a aussi un sujet culturel. Mais à un moment, il faudra peut-être que les parents se rendent compte que les émotions sont partie intégrante de la santé mentale des enfants. Et je me pose la question, Barbara, est-ce que toi, alors moi je sais que j'ai beaucoup travaillé avec les Asiatiques et je trouve que les Asiatiques verbalisent beaucoup plus les émotions que nous, parce qu'ils écoutent beaucoup leur corps, certainement. Mais toi, est-ce que tu as vu quelque chose outre-Atlantique sur ce sujet? Parce que bon, c'est vrai qu'ils sont beaucoup dans le amazing, mais est-ce qu'on a le droit de dire j'ai peur? Alors, on a le droit, on est plus dans l'empathie, je dirais, entre les parents. On est plus dans le soft. C'est-à-dire, du coup, on fait pas de vagues publiquement. Donc, je ne peux pas, tu vois, les scènes que je vois effectivement en France où on hurle sur ses enfants au supermarché. D'ailleurs, ça a toujours traumatisé mes enfants chaque fois qu'on rentrait, qu'elles avaient 4 ans ou 14. Là, c'est toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils crient sur leurs enfants, les parents en France? C'est vraiment surprenant pour elles. Alors,
du coup, ça fait une atmosphère beaucoup plus douce. C'est-à-dire que comme on est plutôt dans l'empathie, les câlins, la démonstration, et puis qu'on veut pas faire de vagues publiquement, on ne voit pas ces scènes de non mais vas-y, n'aie pas peur, etc. On est plus dans la compréhension, je dirais, et dans on embrasse le sentiment. On sait pas trop quoi en faire non plus, hein, mais on le fait. Il y a un truc que font très bien les Américains, c'est qu'ils font plein d'études et qu'ils les utilisent. Alors, je reviens sur mon côté pragmatique, un peu études, mais il y a plein d'études neuroscientifiques qui se font aux États-Unis. Et Sophie, si tu étais à Pittsburgh, tu peux valider, et notamment qui étudie l'interaction, tu vois, neuronale avec les behaviors, les comportements. Et donc là, les Américains, ils aiment ce genre de choses, donc ils se nourrissent de ça, et ils essayent de façon très théorique de se l'appliquer à eux-mêmes. Mais tout ça, c'est une culture fake un peu, hein, les États-Unis. Donc j'irai pas trop sur moi sur l'expression des émotions profondes. Mais par contre, t'as dit un truc, Solène, super important tout à l'heure, qui était en entreprise. On gère pas ses émotions et on les exprime pas. Vous imaginez, on passe 12 heures entre 8 et pour les cadres, 10, 12 heures au bureau. Ou au travail. On exprime zéro émotion, on rentre chez nous, on se met face à nos enfants qui nous balancent plein d'émotions. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, on n'est pas capable, et tu l'as dit très bien, je pense qu'en tant qu'adulte, il faut nous-mêmes on apprenne, parce que quand on rentre du boulot, qu'on a maintenu toutes ces émotions, qu'on a essayé de gérer des gens, d'interagir avec des gens, avec leurs propres émotions, que parfois on en comprend intuitivement, ou parce que parfois il le verbalise, ça m'a frustré. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière frustré? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la honte? Donc on n'en sait rien. On se prend, tu vois, on gère tout ça toute la journée, et le soir, on doit soi-même faire soit poker face, soit exprimer ses émotions. Alors moi, j'ai plutôt très vite essayé d'exprimer moi-même mes émotions avec les enfants, en leur disant là, tu vois, si je fais ça, c'est parce que j'ai peur, je suis en colère, j'ai peur, et ma réaction c'est la colère. Et ça, c'était un truc très vite. Mais pourquoi tu nous cries dessus? Pas parce que j'ai eu peur. Et en fait, c'est arrivé encore, tu vois, sur ma fille de 23 ans qui met un pied par terre et que il y a une voiture, et je l'engueule. Et elle me dit, mais maman, j'ai 23 ans, tu m'engueules. Et bah oui, parce que tu te souviens, je t'ai expliqué que quand j'ai peur, je suis en colère. Et donc, c'est comment nous, en tant que parents, on est transparent vis-à-vis des enfants, je pense déjà, de leur expliquer nos propres ressentis. Et ce que ça fait chez nous, pourquoi on pleure, pourquoi on crie, pourquoi peut-être qu'on leur donne un peu chez moi ça marche, on leur donne à la fois la liberté de s'exprimer sur leurs propres émotions, et à la fois des clés sur les liens de nos propres réactions, en fait. Ouais, et puis ça les aide énormément. Enfin, je pense aussi à mieux comprendre les autres. Et donc, Sophie, est-ce que toi, t'as des éléments sur justement de recherche, ou sur les émotions? Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'il faut les verbaliser? Pourquoi ça doit être fait dès l'enfance? Est-ce que t'as des éléments à nous partager là-dessus? Comme tu le dis, en fait, et comme disait aussi Barbara, c'est très difficile de verbaliser l'émotion. Quand l'émotion est là, t'es pas tout le temps dans le côté, j'ai analysé, j'ai pris du recul, et puis, oui, j'ai compris, je fais ça. L'immédiateté fait qu'on est débordé par l'émotion. En plus, faut pas oublier une chose, c'est que les technologies ont vachement accéléré. Enfin, je veux dire, tout s'est accéléré. Donc, le parent qui rentre à la maison le soir, il a quand même la journée, effectivement. Se dire, OK, il faut en plus que je l'aide à comprendre. Déjà, s'il faisait les devoirs, ce serait super. Et s'il mettait pas son casque, ce serait encore mieux. Et s'il n'avait pas son téléphone à côté, ce serait divin. Donc, ils sont dans une logique. Je vais pas faire l'entreprise à la maison non plus. Pour ceux qui travaillent en entreprise, je vais pas repartir dans le même travers. Ils veulent aussi un peu d'espace-temps. Et ça leur manque, le temps. Or, les émotions, il faut du temps. D'où l'intérêt de commencer très tôt. Parce que ce que tu dis, Barbara, c'est que tu rentres en relation. Et rentrer en relation, c'est hyper important.
rentrer en relation. Si on vous interdit de montrer vos émotions au niveau du travail, rentrer en relation, c'est très compliqué. Donc, quand votre ado, par effet de miroir, il vous renvoie à ce que vous auriez, vous aussi, envie d'exprimer, parce que des fois, on a aussi envie, on se dit, mais moi aussi, j'aurais envie de dire que, voilà, je suis pas contente. Il y a un décalage. Et ce décalage, il crée une communication non adéquate. Il crée j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Il crée une perception parce que chacun est dedans. Donc, c'est vraiment déjà de dire, il faut trouver, ça passe par le corps, l'émotion. Donc, tant qu'on est dans la tête, ça marchera pas. Donc, passer par le corps, c'est prendre juste simplement, aller faire, j'allais dire, je sais pas si ils ont des chiens ou pas, mais aller se balader avec le chien et retrouver le temps, même si pendant une demi-heure, rien ne se dit, il y a quand même un partage qui se fait. On est ensemble, on est hors du temps quelque part, et c'est retrouver un petit peu ces espaces-temps. Un enfant ne mourra jamais de trop d'amour. Un enfant est tout à fait capable de comprendre que ses parents sont débordés. La seule chose dont il a besoin, c'est de savoir qu'il est aimé. Et lui, à contrario, ce qu'on a vraiment identifié sur les émotions, c'est qu'il y a 3 choses qui régissent un enfant. C'est je suis pas capable, c'est je suis différent donc je peux pas connecter, et c'est impossible pour moi de l'obtenir. Vous voyez, dans une fratrie, quand il y a un de vos enfants qui trace à l'école et qui l'autre a plus de difficultés, il est systématiquement déjà dans la comparaison. À l'école, c'est pareil, il y a ce besoin d'intégration. Donc, si vous régissez ces 3 notions, je suis pas capable, c'est pas atteignable pour moi et je suis différent, mais même en tant que parent, vous avez des leviers, et des vrais leviers. Parce que ça, c'est vraiment, on a vraiment, les études montrent que ça tourne autour de ces 3 choses. Ok, c'est pas j'ai peur, je vais. Oui, parce qu'en fait c'est la conséquence, c'est je suis pas capable donc j'ai peur. Voilà, c'est ça. Ok. Donc on en revient à mon sujet du jour sur LinkedIn sur le growth mindset, l'état d'esprit de développement. Oui, je peux de y Carol arriver. Dweck. Ouais, oui, de Carol Dweck. Peux y arriver, je peux le faire, qui va permettre de débloquer certaines situations. Et c'est là où tu retrouves le côté culturel, Solène. C'est là aussi où, comme tu disais, Barbara, pour avoir vécu aux États-Unis, ils sont dans le growth mindset. Ils sont dans la culture de l'effort. Ils sont déjà très petits. Et très petits, ils ont pas des notes, Très petits, ils ont des soleils, donc ils sont dans cette logique de tu peux faire mieux. Et c'est pas grave si aujourd'hui tu n'y es pas arrivé. Alors que nous, on est déjà sur les notes. Donc il y a déjà un système de performance qui est mis en place. C'est ça aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand je vous disais, là, il y a seulement 1 parent sur 5 qui estime que la gestion des émotions fait partie intégrante de l'éducation. Et évidemment, moi, c'est un sujet que je traite chez Soft Kids. On a un programme accueil des émotions. Et faut savoir qu'il y a quand même il y avait, mais bon, c'est un peu compliqué, une volonté politique d'intégrer ça. Parce que je me rappelle, il y a 1 an et demi, j'étais à la journée nationale de santé publique France, dédiée sur les compétences psychosociales qu'on appelle aussi les soft skills. Et la directrice de Santé publique France nous disait, vraiment texto l'exemple, elle disait: nous souhaitons donc qu'il y ait 8 millions d'enfants français qui soient sensibilisés aux compétences psychosociales à 2035. Et l'objectif, c'est que tous les enfants nés aujourd'hui, dans quelques années, quand ils sont en colère, leurs parents leur disent: alors, comment tu te sens à l'intérieur de ton corps? Quelle est ta météo intérieure? Donc, c'était l'exemple qu'elle avait donné. Et moi, je me suis dit, ouais, il y a quand même un énorme travail pour arriver à ça. Pour passer de n'aie pas peur, ne sois pas en colère, ne sois pas triste, ton comportement m'énerve, voilà. Parce que dès que les enfants verbalisent les émotions, c'est il m'énerve, il me fatigue, nana. Mais alors quelle est ta météo intérieure, mon enfant? Et donc voilà, même si alors on est sur 2 extrêmes, mais ça m'avait fait tiquer de voir que Santé publique France avait cette volonté, parce que c'est suite à un arrêté interministériel avec un programme de développement des compétences psychosociales en France auprès des enfants. Donc il y a des initiatives qui sont faites un peu partout, mais que moi je ne vois pas vraiment.
Et donc moi je me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour mettre les parents dans cette logique éducative et pour leur faire changer le logiciel éducatif qu'ils ont par rapport aux émotions. Des pistes? Une fois, j'ai une amie qui m'a dit, elle a fait une réflexion et j'ai trouvé que c'était top. C'est à un moment donné, votre enfant aussi, ce que vous voulez, c'est avoir la paix aussi. Parce que le soir, quand vous rentrez, vous voulez avoir la paix. Et elle lui disait un soir, avec sa fille, elle n'en pouvait plus. Et puis elle lui a dit, écoute, je suis prête à ce que tu me détestes là, maintenant. Ça a arrêté la gamine, en fait. Je suis prête, ok. Je suis prête à accepter que là, je suis pas la meilleure des mamans, je suis celle que tu as envie d'envoyer je ne sais où. Et simplement lui dire je suis prête, ça fait un effet vis-à-vis de la gamine de dire ah toi aussi maman, toi aussi ça peut t'arriver de comprendre ce que tu es en train de me dire en fait, que je peux t'énerver aussi quoi. Ça a créé en fait un effet miroir pour le gamin. C'est-à-dire c'est pas dans un sens parce que quand on dit éducation, finalement on met quand on parle de charge mentale, la charge mentale sur le parent. Alors évidemment, ça c'est clair, il faut établir le cadre. Mais j'en reviens au fait de dire que s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas un échange, s'il n'y a pas un véritable échange, qu'il n'y a pas besoin des fois de durer longtemps, la porte elle sera toujours fermée en fait. Vous aurez beau dire à ce que lui mettre la petite jupe qui va bien, un peu comme le côté très stéréotypé, elle est bien habillée, elle est bien élevée. Si à l'intérieur c'est un vrac, c'est foutu. Donc c'est pas c'est foutu, c'est un terme un peu rude, mais c'est simplement qu'ils ont des leviers. Il faut aussi qu'ils considèrent que c'est pas une injonction de ah bon, alors maintenant il va falloir que je me forme à éduquer les enfants, grosso modo. C'est comme si quelque part ils sont pas en pouvoir. Si, ils le sont avec des choses simples, mais qui demandent à aussi dire, ok, en ce moment, c'est pas ça. En ce moment, notre relation, c'est pas ça. Alors, pas pour des gamins, pas quand ils sont tout petits, mais comme tu disais, Émilie, on peut le gérer différemment. On a d'autres options. Mais quand ils ont 12, quand ils commencent à être en pré-ado et puis après qu'ils rentrent dans l'adolescence, il y en a quand même beaucoup qui s'isolent. Il y en a beaucoup qui ne disent plus. Aussi, c'est ça aussi l'angoisse des parents à un moment donné. C'est qu'ils ne disent pas, et ça, c'est très angoissant aussi pour un parent. Donc, verbaliser les émotions, c'est pas sur commande non plus. Et c'est aussi repérer les signaux faibles chez son enfant. Est-ce qu'il s'isole alors qu'il le faisait pas? Est-ce qu'il s'enferme dans sa chambre alors qu'il le faisait pas? Est-ce qu'il a arrêté le foot alors qu'il, voilà. C'est apprendre, je dirais peut-être pas, c'est pas l'éducation auprès des parents, c'est leur apprendre à repérer les signaux faibles. Est-ce que j'ai beau laisser la crise passer et c'est pas grave, ou est-ce que je dois un petit peu plus me poser des questions parce que là, depuis 2-3 mois, je vois quand même qu'il y a des signes qui sont pas comme d'habitude. Et là, c'est se faire aider. Mais ça, c'est possible si on ralentit, en fait, ouais. Parce que tu vois, l'histoire d'occuper ses enfants, ça rejoint aussi ce que tu disais, c'est une forme aussi de I don't care. Tu vois, finalement, aux États-Unis, l'école finit à 2h30, 3h. Alors, il y a des nounous et tout ça, mais les parents arrêtent de bosser vers 5h, 5h30. Ils passent du temps, vraiment du temps au parc, etc. Et je pense que pour le coup, ils font pas tout bien, mais il y a un côté d'écoute des enfants, de connexion avec eux, de connexion dans les places de jeu. Enfin, faut voir. Moi, j'ai pas vu un seul parent pieds nus ici dans un parc de jeux. Tu vois, ils sont tous sur son téléphone, sur un banc. Aux États-Unis, ils sont au Monkey Bar avec les enfants. C'est vraiment. Donc il y a une espèce de connexion. Donc moi je dirais si je ramenais quelque chose des États-Unis, c'est ça, c'est prendre le temps d'avoir une espèce de capsule pour écouter ces signaux faibles, les entendre, les faire parler et prendre le temps de réaliser ça. Et puis il y a un autre truc qu'ils font très bien les États-Unis, c'est la communauté, le sens de la communauté. Et donc ils se réunissent, parents débordés, parents de, tu vois, on a parlé des TDAH il y a pas si longtemps. Il y a des petits groupes de parents, ils viennent et ils échangent entre eux. Et donc il y a sans jugement. Alors ça, ils savent très bien faire aussi le non-judgmental. C'est vraiment quelque chose de chouette des États-Unis, si on pouvait s'inspirer aussi un peu de ça.
mais on est des petits groupes de parents et on se soutient et on galère et on sait pas faire et ça, et on se donne des astuces et il y a rien de plus sympa que de voilà d'aller raconter qu'on déteste ses enfants. On a le droit et on récupère des conseils, quoi. Moi j'ai connu ça parce que moi j'ai eu la chance de faire 6 ans de crèche parentale associative et donc on faisait les dîners des papas, les dîners des mamans et en fait c'était je bénis la crèche parentale associative parce que tu te rends compte qu'on est tous dans la même galère, qu'on a tous les mêmes questions et tous un peu les mêmes problématiques et sur des trucs un peu qui peuvent être très futiles. Mais moi je sais que j'ai à un moment mon aîné, quand il commençait à marcher, je n'en pouvais plus parce que il arrêtait pas de m'éteindre les machines à laver en cours de cycle. Et ça me rendait ouf. Et c'est un truc que j'ai réussi à gérer avec ces réunions de papa et de maman, de me dire non mais Solène, franchement là, c'est pas si grave que ça, de prise de recul. Et oui, effectivement, c'est pas si grave que ça, mais moi c'était devenu ça te permet de prendre du recul, de discuter et d'échanger entre parents. Et moi j'avais une question, Émilie, quand t'as les parents qui viennent en cabinet, est-ce que des fois tu vas d'abord faire un travail avec les parents pour que les parents apprennent à accueillir leurs émotions et leurs propres émotions? Est-ce que c'est un préalable ou pas toujours? Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais intervenir en disant que effectivement parfois pour traiter les émotions des enfants, il faut d'abord s'occuper des siennes. Donc en tant que parent et en tant qu'adulte, parce que très souvent c'est un reflet, hein. Parfois j'ai une maman en pleurs en disant ma fille ne va pas bien du tout, etc. Et c'est la maman qui pleure beaucoup plus que même l'enfant, ou elle est très anxieuse ma fille, mais je pense que ça vient de moi parce que moi je le suis aussi. Et voilà, et c'est souvent ça le discours que j'ai et c'est pas, voilà, on va pas généraliser, mais très souvent, quand on a commencé à traiter ses propres émotions et ses propres ressentis, on arrive à mieux percevoir les émotions de ses enfants et à mieux les accepter aussi, parce que quand on est une maman très exigeante, etc., avoir une petite fille ou un petit garçon un peu plus à la cool ou qui va prendre les choses différemment, ça va nous impacter plutôt nous finalement que sa vie à lui. Et c'est en travaillant sur nous et nos propres perceptions que finalement on ancre cette culture aussi de l'émotion, de savoir que l'autre réagit différemment à un tel moment par rapport à moi, que son émotion va pas se caractériser de la même manière. Et en fait, c'est tout ce qu'on vient de parler d'éducation, de culture d'émotion, où effectivement, quand on n'a pas ces clés-là, ça passe. Moi, parfois, je dis aux parents, venez d'abord me voir, et après on verra avec l'enfant. Et les enfants, moi, je les ai très souvent, c'est très rapide parce qu'ils captent vite, ils apprennent vite, ils ont souvent besoin que de 1 ou 2 outils pour gérer quand ça déborde un petit peu. Et les parents, on fait un travail plus de fond parce que finalement, ça fait depuis des années qu'il y a les émotions qui sont soit refoulées ou soit il y a des choses qui sont un peu plus latentes. Donc, oui, ça se passe souvent par les parents, en fait. Et moi, j'avais un dernier sujet pour clôturer le débat, c'est que je trouve aussi, et moi c'est un truc que j'essaie de faire, qu'on parle trop des émotions. Alors je mets des guillemets, hein, parce que pour moi il y en a pas, mais de négatifs quoi. Mais que je pense qu'il faudrait qu'on verbalise autant. J'ai peur, je suis en colère, que je suis super heureux, je suis excitée, j'ai de la joie. Et je sais pas si Sophie, Émilie, vous constatez vous aussi dans les échanges que vous avez, qu'on a vraiment tendance à parler que des émotions qui sont gênantes et pas des émotions qui sont qui nous ressourcent quoi. Absolument. Dans mes accompagnements, je leur demande quand parce que la joie, ils oublient. C'est un peu comme tout va bien, vous oubliez. Vous vous rappelez, c'est le biais cognitif, on se rappelle que de là où on a échoué. Mais quand je dis, et là, quand la joie, elle se loge où? Elle est où dans ton corps, la joie? Là. Et quand t'es fière, elle est où? Et même à la fin, je dis, mais remercie-toi aussi pour des fiertés, pour des choses. On se remercie pas. On est, des fois, vous dites à vos enfants bravo, en remplaçant le bravo par merci. Juste ça leur permet aussi d'apprécier le pouvoir de la gratitude.
Je suis fondamentalement d'accord. C'est très décrié la psychologie positive, alors que c'est les Américains qui l'ont vraiment amené et qui le mettent déjà dans moi, les je suis écoles. fan de Servan-Schreiber depuis des années. Enfin, je sais pas, la première fois que je l'ai vu en conférence, ça devait être il y a 10 ans, quoi. Et je trouve que, enfin voilà, les 3 kiffs par jour, le pouvoir de la gratitude, etc. C'est quand même très bénéfique au quotidien. Et d'ailleurs, il y a une échelle de psychologie, de personnalité, où même les 17 ans, les 16-17 ans peuvent la faire. C'est gratuit sur le site internet qui est, c'est un des sites qui valorise la psychologie positive. On parle bien d'une échelle de 24 vertus. Alors les Américains, ils sont beaucoup dans les vertus en fait, mais et on dit bien que vous les possédez toutes. Il y en a simplement certaines que vous utilisez plus, mais que vous les possédez toutes. Et reprogrammer son cerveau, c'est aussi aller à l'inverse. Donc, c'est aussi important d'avoir je suis en colère, je suis en joie, je suis frustré, je suis confiant, je suis émerveillé, j'aime pas du tout. Parce que ça permet aussi de mesurer aussi ce qu'on n'aime pas. Parce qu'il faut aussi pouvoir dire ce qu'on n'aime pas simplement ce qu'on aime. C'est hyper important pour leur orientation par la suite aussi. C'est aussi nécessaire. Donc oui, valorisons les émotions positives, même si on peut avoir l'impression que de temps en temps c'est bisounours. Non, ça a une vraie vertu aussi. Eh ben, merci beaucoup. On va passer à notre prochaine rubrique, la rubrique des parents au secours. Et donc, cette semaine, nous avons un parent qui nous dit mon enfant a énormément de crises émotionnelles, ça déborde et je ne sais pas comment faire pour les canaliser. Alors, Émilie, est-ce que tu pourrais nous donner une petite technique en plusieurs étapes, et puis Sophie, peut-être tu pourras compléter après, mais comment est-ce que on peut canaliser les émotions qui débordent? C'est marrant parce que j'avais réfléchi à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le prendre un peu à contre-pied et d'activer justement un pouvoir de calme ou de sérénité. À un moment où l'émotion explose, ça peut être aussi un des outils, hein, et voilà, comme d'autres, souvent on libère la colère en libérant physiquement ce qui déborde, et ça c'est hyper efficace. Mais on peut aussi activer sur des enfants, d'activer un pouvoir. Je sais que parfois à certains âges on aime bien, on est des super-héros et super-héroïnes, etc. Et on peut du coup réactiver un pouvoir de sérénité, de calme, de bien-être. Et tout ça, on peut le faire tout simplement donc en serrant la main. Donc on inspire, on serre fort le poing, et là on active, on a l'impression de vraiment se concentrer. On demande à l'enfant de se concentrer sur ça et d'activer ce pouvoir de sérénité, de bien-être, d'apaisement. Et nous, on prend cette posture de mais tu as aussi ce pouvoir, tu peux le faire tout seul en fait. C'est aussi le rendre autonome sur ses émotions, d'avoir la capacité à. Et donc inspirer, on serre, on va vraiment aller chercher la sérénité, on souffle tout doucement et on la propage dans le corps. Et du coup, c'est on arrête de bloquer sur l'émotion justement qu'on dit parfois négative, etc., mais qui prend parfois tellement d'ampleur dans les familles. Et on bloque effectivement, comme le disait Sophie, sur elle est toujours là, elle est récurrente, elle revient, alors qu'en fait il y en a plein d'autres qui sont là aussi, mais que on ne valorise pas. Et donc là, l'idée c'était justement de valoriser une émotion plutôt calme, sérénité, à un moment où ça peut exploser. Et l'autre conseil que je voulais donner, c'est aussi de le travailler quand tout va bien. Souvent, je donne des exercices de sophro d'urgence quand tout explose, etc. Mais je leur dis ce qui est important et ce qui est intéressant et ce qui, voilà, que le cerveau s'habitue à cet exercice, qu'il ne l'associe pas non plus à quand je suis en colère, il y a ça. Et donc, non, c'est vraiment l'ancrer au quotidien. J'ai un outil de respiration, j'ai un outil où tout va bien, et de reparler peut-être de la crise ou de la colère en disant voilà, quelles auraient été les solutions possibles, on aurait pu activer cet exercice, celui-là, mais en tout cas on va le travailler au quotidien pour ancrer toutes ces petites choses qui nous font du bien au moment où ça explose, et quand ça explose on n'a pas forcément justement le cerveau pour penser à tout ça. Donc il faut vraiment que ça devienne un automatisme d'avoir au quotidien des outils de respiration, notamment c'est très efficace pour faire redescendre la cocotte. Ouais. Nous chez Soft Kids, on a dans la boîte à outils la cohérence cardiaque
qui permet de revenir avec un petit arbre qui monte. Donc ça, c'est clair que c'est un outil qui est assez puissant. Sophie, tu veux compléter Moi, je vais bien parce que on met totalement en lien avec ce que vous dites. Moi, j'utilise aussi les mantras liés avec la respiration. C'est-à-dire que aussi bien la cohérence cardiaque ou la respiration carrée, mais même une grande inspiration et une respiration profonde, une grande inspiration et je souffle, et d'en faire 6 par minute. Mais c'est surtout, j'inspire la paix, j'inspire la confiance. Et à l'expiration, mentalement, se dire, je rejette la peur. Et en fait, ça marche super bien. Parce qu'il y a une prise de conscience de sa respiration. Et quand je le fais, quand en accompagnement, où je le fais pendant 5 minutes, ça disent, je me sens mieux. Ouais, voilà. Et c'est vraiment l'association du mantra et travailler sur cette opposition. C'est, j'aspire ce dont j'ai besoin de sérénité, de peur, de confiance, de savoir que je suis capable et j'expire tout ce qui me gêne. Et en particulier, le fait que je me sente nulle, je l'expire. Et ça permet de retrouver qu'on est capable soi-même de se dire, OK, mes émotions, elles se logent un peu partout. Et ça veut dire que mon corps, il participe aussi à ça. Donc, via mon corps, je peux aussi exprimer. Moi, le nombre de fois que je dis à mes enfants respirer, c'est tous les jours. C'est parce que je trouve ça tellement, pour moi, c'est un vrai médicament, quoi. Absolument. Je vais changer. Je vais m'inspirer de toi, Solène, parce que moi je dis tenez-vous droite. Tenez-vous droite. Donc je vais changer mon mantra à moi. Respire. C'est hyper. Here we go. Eh ben merci Émilie et Sophie pour vos super conseils. Maintenant on va passer à notre rubrique pour finir légère et ludique. Qu'est-ce qu'ils disent que j'ai un petit peu adapté cette semaine? Je vais vous dire des expressions et Barbara, Émilie et Sophie, vous allez devoir deviner de quelle émotion s'agit-il. Allez, question numéro 1. Pleurer comme une madeleine. Oh, tristesse. La tristesse. C'est ça. Être aux anges. La joie. La joie, c'est ça. Alors là, avoir la chair de poule, il y en a 2. La peur. Peur ou l'anxiété, un petit peu. Enfin, c'est pas une émotion, là, pour le coup. Ému, un peu d'empathie, non? La peur ou l'émerveillement. Oui. Tout à fait. Quand on regarde un truc et qu'on dit j'en ai la chair de poule. C'est quand on va, je sais pas, par exemple, tu vas voir une chanteuse que tu vas écouter. Oui, mais elle me donne la chair de poule. Tu sais, des fois on dit ça. On dit ça me donne la chair de poule. Faire les 100 pas. L'impatience. L'impatience. Ouais, impatience. Être sur des charbons ardents. Énervé. Ouais, c'est non. Ouais, tout à fait. Non. L'inquiétude. L'inquiétude. Ah oui. Ouais. Je perds les pédales. Les colères. Oh. Je deviens ouf. Ouais, en émotion, je perds patience. La patience, c'est une émotion. L'impatience. Oui, mais là, c'est je suis confus ou je suis paniquée. Ah, paniquée. La panique. Ouais, la peine. Ronger son frein. Frustration. Ouais. Là, c'est frustration. Ouais. Joli. Ça vaut 2 points, ça. Je m'excuse, mais elle est belle. Hein. Est-ce que c'est du vécu, Émilie? C'est venu spontanément. Les bras m'en tombent. La surprise. L'étonnement. Ouais. Surprise, étonnement. Je veux disparaître sous terre. La honte. Oui, la honte. Ouais, c'est ça. Et le dernier, avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Incompréhension. La stupéfaction. Ouais. L'effroi. L'effroi.
Et ben voilà, c'était la dernière réponse. Et ce qui m'amène à dire que quand même, il faut un petit peu aussi développer son vocabulaire des émotions, parce que souvent aussi, le problème, c'est qu'on reste aux 5 émotions primaires, qui sont joie, colère, Tristesse, tristesse, la honte et sérénité, je crois. Et du coup, on va pas au-delà. Et c'est vrai que si chacun avait tout le vocabulaire des émotions, ce serait quand même un petit peu plus simple au quotidien pour savoir ce qu'on ressent dans notre corps et mieux le verbaliser. Donc, voilà. Donc, on en a fini pour cette émission. Merci à Émilie, à Barbara. Merci beaucoup à Sophie d'être venue pour partager tes précieuses contributions. J'espère que vous repartez avec des pistes concrètes pour améliorer l'accueil des émotions à la maison, les vôtres, ceux de vos enfants, mieux les accompagner. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des avis, ça nous aide beaucoup, et de partager l'émission autour de vous. Prenez soin de vous, de vos familles, et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.